Partie 2, Concept. Chapitre 6, Concept de calories. Logique de base. Ce ne sont pas les dates et les noms qu'il faut retenir pour comprendre le monde, mais les processus qui mènent à sa réalisation. Comprendre le monde. Pour comprendre le monde, il faut juste étudier les échanges énergétiques, tout le reste, c'est ce qui en découle. Simplicité et complexité. L'univers est extrêmement simple dans ses lois et par les éléments qui le constituent. C'est juste la façon dont ces éléments s'assemblent et la multitude des choses et des effets qu'ils produisent qui nous paraissent complexes. Mais ces lois et son essence énergétique sont simplicité. La parabole des briques. Le monde n'est pas complexe. Ses lois sont très simples. C'est toujours les mêmes briques et toujours la même colle pour assembler les briques. C'est juste la façon d'agencer les briques qui se complexifie avec le temps et qui donne au monde cet aspect complexe. Le monde est simple. Les interactions sociales ne sont régies que par une règle: prendre et conserver la calorie pour rester en vie et la transmettre, afin de continuer à accueillir l'esprit cherchant à vivre la relation à l'autre. Dieu est simple. C'est nous, humains, qui compliquons les choses par ignorance ou par orgueil. Pour comprendre le fonctionnement du monde. Pour comprendre le fonctionnement du monde, il faut comprendre la règle principale qui régit toutes les choses vivantes. Prendre et conserver la calorie pour rester en vie et la transmettre, telle est la base qui permettra de comprendre le monde et de pouvoir absorber tous les sujets, si différents puissent-ils paraître, par cet angle de vue unificateur. C'est pour cela que je me permets d'aborder bien des sujets, car j'aborde en fin de compte un seul sujet, les relations énergétiques. Je parle de tout, mais d'une seule chose. Je parle de tous les sujets, mais toujours sous le même angle, celui des relations énergétiques des choses entre elles. En fin de compte, je ne parle que de relations énergétiques, donc d'un seul sujet: prendre l'énergie et la conserver pour rester en vie, et la redonner avant de mourir. Mais ce sujet, l'énergie, touche tous les autres sujets. Tout est calories. Le monde est énergie. Sans énergie, que l'on quantifie d'une façon symbolique en calories, il n'y a pas de mouvement et pas de pensée, qui sont consommateurs d'énergie, de calories, pas de croissance qui est la conséquence de l'accumulation énergétique ou calorique, pas de prédation qui est, par le mouvement et la pensée, la récupération énergétique ou calorique sur le monde ou l'autre, mais surtout et avant tout, pas d'amour qui est la restitution à l'autre, à l'être aimé, de la calorie durement accumulée dans le sacrifice personnel pour que perdure la vie. Sur la cause de tous les conflits. La cause de tous les conflits, c'est uniquement la calorie. Quand celle-ci vient à manquer, il faut justifier sa prédation aux autres et surtout à soi-même. Alors l'autre est inférieur, dangereux, parasite, méchant, d'une croyance immorale. Mais la cause reste toujours la calorie. La prendre et la conserver pour rester en vie. Bien sûr, le besoin de calories d'un peuple à l'autre, ou d'un individu à l'autre, diffère énormément. Et le ressenti du manque calorique pour un Américain des USA ne sera pas le même que pour un Soudanais. La calorie, la base de tout. La calorie, c'est vraiment la base de tout ici-bas. La prendre et la conserver pour vivre et rester en vie dans la solitude de l'être, mais aussi la redonner dans la relation à l'autre, pour ne plus être seul, s'unir,
et continuer la vie. C'est l'essence même du monde, prendre et donner, expansion et contraction, l'alternance des cycles dans la grande vibration cosmique, l'aume des religions orientales. Tout est calorique. Le confort, c'est de l'accumulation calorique et de la conservation calorique censée te protéger du manque calorique. L'argent, c'est de la calorie symboliquement compressée dans de la monnaie. Les objets ont souvent la valeur de la dépense calorique de ceux qui les ont construits. Les fleurs inutiles que tu offres à une femme pour la conquérir sont en réalité le symbole utile d'un sacrifice calorique prouvant que tu regorges d'énergie. Énergie ou calorie fondamentale, quant à cette femme, portera et nourrira tes petits. Tout est calorique, et la volonté de puissance de Nietzsche n'est autre que ce désir de prendre et d'accumuler la calorie pour vivre et transmettre la vie. Le monde est simple quand nous le voyons sous l'angle énergétique. Dieu est énergie, l'esprit est énergie. Sur la schizophrénie. La schizophrénie touche au plus profond de la structure des êtres vivants supérieurs, prendre et détruire pour rester en vie par la consommation énergétique, transmettre la vie dans la restitution énergétique. La vie évoluée est l'alternance de ces deux cycles. Je prends au monde en le détruisant pour rester en vie, et je redonne mon énergie pour transmettre la vie dans le sacrifice d'amour. Nous avons tous au fond de nous ces deux êtres qui s'opposent. L'un détruit pour vivre, l'autre construit dans le sacrifice de sa vie, mais les deux réunis en font un troisième, celui qui vit, seule façon de réaliser la relation à l'autre et briser la solitude divine en prenant pour redonner, manger le monde pour vivre, se sacrifier et mourir pour l'amour de l'autre. La schizophrénie commence quand, à la suite de traumatismes ou de problèmes biologiques internes, ces deux êtres qui sont au fond de nous se séparent. Deux personnalités apparaissent alternant d'une façon aléatoire et chaotique leurs moments de conscience. La schizophrénie est donc intimement liée à la déstructuration de notre nature profonde, la séparation douloureuse de ce qui fait notre être, le divorce entre celui qui détruit pour rester en vie et de celui qui se sacrifie pour aimer et ainsi se relier à l'autre. Wille zum Macht. Nietzsche a mis en évidence la volonté de puissance. Wille zum Macht. Moi, je l'ai expliqué. La volonté de puissance, c'est cette volonté, ce désir profond en tout être, de prendre, d'accumuler et de conserver la calorie, l'énergie, pour rester en vie et de redonner cette calorie accumulée dans le sacrifice pour transmettre la vie avant de mourir. Tout est énergie et dépend de cette énergie, même notre volonté. Psychologie. La psychologie, c'est la compréhension des causes qui génèrent nos pensées et nos actes, ces causes étant toujours d'ordre énergétique, prendre, échanger et conserver l'énergie pour rester en vie et la redonner avant de mourir pour transmettre la vie. L'énergie, sa quête, sa conservation et son transfert étant à la source de toutes nos pensées et de tous nos actes. Révélation. Si j'ai compris que le monde et les relations humaines étaient basés sur les échanges énergétiques, c'est que pour mon élévation spirituelle, j'ai vécu le manque énergétique. Je ne me suis pas chauffé l'hiver par manque d'argent. Je n'ai pas mangé de viande pendant plus d'1 an par pauvreté et non pas sous l'effet d'une mode végane bourgeoise. Je n'ai pas pu accéder aux femmes, car je représentais inconsciemment pour elles un vide énergétique repoussant. Et par obligation, j'ai ainsi compris que l'homme ne pouvait amorcer sa construction corporelle et spirituelle que par la prédation sur le monde.
Mais je sais maintenant qu'ainsi bâti et élevé spirituellement, je dois redonner au monde tout ce que je lui ai pris par la force. Homéostasie calorique. Quand une communauté humaine accumule trop, elle est momentanément détruite et dispersée. Quand la valeur de l'argent devient excessive, c'est-à-dire que son accumulation calorique symbolique devient excessive. Le cours de la monnaie s'effondre. Ce sont des principes énergétiques de rééquilibrage calorique, qui malheureusement se passent toujours dans la douleur, dans le sang et les larmes. La célèbre loi d'homéostasie calorique. Sur la loi de Lavier de l'homéostasie calorique. La loi que j'ai appelée la loi de Lavier de l'homéostasie calorique, si nous la comprenons et si nous arrivons à bien l'assimiler, permettrait à l'humanité d'arrêter de massacrer, d'arrêter de se battre, d'arrêter d'être dans le règne de la prédation, afin de rentrer dans le règne de l'échange, qui est sûrement la prochaine étape de l'humanité. On n'y est pas encore arrivé, mais je pense que si tout le monde connaît cette petite loi, tout le monde pourra pardonner à son voisin, et chacun comprendra qui il est réellement. Et nous éviterons ainsi de tomber dans la prédation et l'accumulation excessive qui mènent en général à des destructions cycliques. Ces destructions cycliques sont faites pour rétablir des équilibres qui ont été perturbés par une mauvaise gestion. Pour rétablir l'équilibre dans ce monde en quête de stabilité, apprenons à comprendre le monde pour mieux le gérer. Pour ça, il faut un peu de philosophie et de physique de base, et arrêter de penser émotionnellement. Il vaut mieux analyser les choses assez froidement pour pouvoir ensuite les maîtriser. La loi d'homéostasie calorique est très simple. Elle explique toutes les guerres et toutes les relations entre les hommes. Cette loi enseigne que toute chose, tout organisme vivant quel qu'il soit, de la cellule à l'homme, ou bien que ce soit un village, une ville, un pays ou un groupe uni par une langue, une culture, une religion, toutes ces choses à considérer comme des organismes ont pour but rester en vie, de prendre et de conserver la calorie et éventuellement de transmettre cette vie avant de mourir. Quand un organisme prend trop de calories autour de lui, sur le milieu dans lequel il vit, quand il pompe trop d'énergie, qu'est-ce qu'il va arriver? Eh bien, il va détruire le milieu dans lequel il est. Il va l'appauvrir et ensuite peut-être mourir à cause de la destruction de ce milieu. C'est souvent une des options que certains scientifiques, qui ne sont pas très optimistes, voient dans l'avenir de l'humanité. Moi, je ne vois pas que cela. Je sais qu'il y a des cycles. Mais il y a un problème récurrent qui survient. En observant pragmatiquement, quand on voit par exemple une minorité au sein d'une majorité, comme par exemple minorité Tutsi, majorité Hutu, minorité arménienne, majorité turque, ou minorité juive, majorité allemande, les exemples ne manquent pas. Quand d'une façon globale la calorie vient à manquer pour des raisons économiques, pour des raisons ou des causes qui ne viennent pas forcément des Tutsis, des Arméniens, ni d'ailleurs des Juifs, des Allemands, des Turcs ou des Hutus, eh bien le groupe majoritaire va, en général, essayer d'une façon organique de récupérer la calorie chez celui qui est en minorité, celui qui est le plus faible, car tout organisme tend à aller chercher la calorie là où c'est le plus facile, et où on peut trouver cette énergie manquante. C'est pour cela que quand un groupe, une minorité, accumule trop d'énergie au sein d'une majorité, en cas de crise extérieure, il se la fait toujours reprendre dans le sang et les larmes, même si cette crise ne vient pas de lui, et qu'il n'en est pas le responsable. C'est toujours comme ça. Il n'y a pas de gentils et de méchants, mais comme je l'explique tout le temps, mais plutôt des gens inconscients qui vont sombrer dans l'animalité d'accumuler trop par l'angoisse de l'avenir.
Le manque de recul fait que, si l'on accumule trop, on devient des proies potentielles. Toute minorité interne à un pays devrait savoir à un certain moment quand s'arrêter d'accumuler. Pas parce qu'elle est méchante ou immorale, mais pour la raison simple qu'en cas de crise extérieure, la majorité viendra lui reprendre son accumulation excessive si elle n'a pas les armes pour la défendre. Et ce sera le massacre des innocents. Cette minorité qui accumule trop devrait avoir un peu de recul et un peu d'intelligence pour éviter qu'il lui arrive un grave problème. Et c'est un des premiers problèmes des minorités d'être agressées pour leur possession calorique. Certains pourront rétorquer en contre-argument, et les gitans par exemple, ils se font agresser comme minorité, mais sont pauvres. Eh bien eux, ce sont aussi des problèmes d'accumulation calorique qui font qu'ils posent problème. Moi, qui traverse souvent l'Europe, je le vois dans certains pays. Pour les gitans ou tziganes d'Europe centrale, c'est le fait de ne pas forcément travailler. À cause du changement dû à l'industrialisation de l'agriculture qui leur pose un problème. Pour les tziganes, c'est leur mode de vie qui a changé. C'étaient des gens qui étaient saisonniers et travailleurs agricoles itinérants, qui se sont trouvés confrontés à l'industrialisation de l'agriculture, perdant ainsi leur fonction sociale, remplacée par les machines. Ils se rabattent en général sur les aides sociales qui vont en augmentant avec le nombre des enfants. Chez les tziganes, qu'ils viennent du sud où la calorie est abondante, l'enfant est la richesse des parents. C'était leur système social ancestral. L'enfant nourrissait les parents, alors que souvent, chez les peuples du Nord, c'étaient les parents qui nourrissaient les enfants. Et l'enfant n'était pas considéré comme une richesse, mais plutôt comme une façon de continuer le monde et de transmettre son énergie et son patrimoine. À l'inverse de l'Européen, de l'homme du Nord, le gitan, qui n'est pas forcément attaché à la terre, et qui n'a le plus souvent pas de patrimoine immobilier à transmettre, la richesse, c'était ses enfants. Et quand il a perdu son rôle de travailleur agricole itinérant, à cause des changements économiques dus à l'industrialisation de l'agriculture, il s'est retrouvé à vivre souvent d'aides sociales ou de petites rapines. Tout ceci pose un problème d'accumulation et de prédation calorique sur la majorité des sédentaires du Nord, plus puissant, qui, dans un premier temps, se fait un peu récupérer son énergie, pour ne pas dire parasiter, et qui est, dans un second temps, va sévèrement rétablir l'équilibre en mettant fin, le plus souvent violemment, à la prédation qu'exerce la minorité tzigane. Tout ça sont des relations énergétiques. Il n'y a pas réellement de coupable. Les enfants sont les enfants. Ils sont toujours innocents. De n'importe quel endroit qu'ils viennent, de n'importe quel pays, quelle que soit la religion de leurs parents, quelle que soit leur couleur, ce sont nos conflits énergétiques, caloriques, qui nous rendent ennemis, juste nos différences énergétiques. Tous les problèmes viennent de déséquilibres dans la répartition énergétique et parfois d'excès d'accumulation calorique. Les gens devraient le savoir, particulièrement les gens qui se trouvent dans la majorité, qui se retrouvent en période de crise économique et qui auraient tendance à vouloir retomber sur la minorité qui a accumulé et conserve encore beaucoup de calories, d'énergie. En général, de par leur structure sociale, ces minorités ont vécu des traumatismes répétés dus à leur système communautaire organique d'accumulation calorique. Ces minorités qui accumulaient excessivement ne s'aperçoivent pas du côté organique de la chose. Les gens sont dans l'orgueil humain, refusant de se voir tels qu'ils sont, soumis à des pulsions d'accumulation et de prédations énergétiques, alors que s'ils acceptaient leur côté organique et animal, ils pourraient réguler ce système et éviter d'être massacrés en régulant leur possession calorique, comme les massacreurs pourraient éviter de massacrer les minorités accumulatrices s'ils comprenaient que ce sont simplement des échanges énergétiques mal régulés,
qui font que l'on tombe sur les minorités accumulatrices quand il y a une crise économique. Les crises ont des causes très profondes qui viennent de très loin dans le passé. Et comme dit le proverbe, ce n'est pas cette guerre qui l'a tué, mais c'est la guerre d'avant. Les causes profondes sont toujours éloignées des effets. J'enseigne pour que les gens comprennent un peu la cause des guerres et les problèmes auxquels sont confrontés les groupes humains. Il faut savoir que tout est régi par ce système d'homéostasie calorique. Je le répète encore, prendre la calorie, la conserver, pour rester en vie et transmettre la vie. Tout organisme, de la cellule à l'homme, du village au pays, du pays à la confédération d'États, comme aux États-Unis ou à la Russie, en passant par la ville, tout groupe uni par des religions, des cultures, même les francs-maçons, la bourgeoisie, la noblesse, même les partis politiques, a pour fonction d'unir les gens pour conserver et prendre la calorie. À titre d'exemple, en France, dans nos partis politiques, on ne fait pas réellement de politique, à part certaines personnes qui sont encore pleines d'espoir ou de conviction. En général, jeunes, on rentre souvent dans un parti par conviction. On y reste ensuite pour prendre la calorie et la conserver. On joue de ces alliances pour s'enrichir et pour jouir du pouvoir pendant que l'on est encore en vie, et assurer l'avenir de ses enfants sans vraiment assurer l'avenir du pays. Et tous les groupes, les castes, comme la bourgeoisie qui a remplacé la noblesse, et même la franc-maçonnerie, qui ont comme principale fonction de prendre la calorie et la conserver pour rester en vie, en accumulant le plus possible d'énergie pour pouvoir la retransmettre à ses petits en leur rassurant un avenir. Le problème, c'est que trop accumuler détruit le milieu dans lequel nous sommes et peut entraîner soit la destruction du milieu, soit le retour de bâton, et le milieu dans lequel nous sommes, qui nous a fait vivre, va nous tomber dessus s'il est plus puissant et en carence calorique. L'accumulation excessive entraîne obligatoirement un rééquilibre énergétique comme cela a pu se passer dans les massacres concernant les Juifs, les Arméniens, les Tutsis, qui ne sont pas des gens méchants, qui ne sont pas des escrocs ou des commerçants avides, qui sont simplement des humains qui avaient accumulé trop, d'une façon organique, et quand une minorité accumule trop d'énergie, en cas de crise énergétique, la majorité vient toujours lui reprendre dans le sang et les larmes. Il y a un autre système de prédation calorique, qui est souvent pratiqué par les USA, qui ont tout compris et qui sont très pragmatiques. C'est le fait d'exercer une prédation calorique grâce aux canons. Si l'on a des gros canons, on pourra régner sur le monde, continuer à conserver sa place et continuer à vivre en pléthore calorique. Mais les USA voient bien que cela ne marche plus. Il y a actuellement des puissances qui sont en train de naître, comme la puissance eurasiatique avec l'Allemagne, la Russie et la Chine. Il y a aussi l'Inde, des superpuissances qui commencent à monter. On voit progressivement disparaître cette omniprésence des USA et de sa prédation calorique. On voit maintenant qu'il y a plusieurs pôles énergétiques et plusieurs superpuissances qui commencent à s'installer. On voit arriver des bouleversements dus à la vitesse de transmission de l'information et, je le pense et je l'espère, nous allons bientôt rentrer dans le règne de l'échange, abandonnant celui de la prédation, par obligation sûrement, parce qu'il y aura de nombreuses superpuissances qui vont, avec du recul et une analyse du passé, vouloir éviter les guerres et être plutôt dans l'échange, le dialogue et le consensus. Réussir l'homéostasie calorique, ça veut dire une bonne répartition énergétique sur toute la Terre, évitant guerre, conflits, famine et le massacre des innocents sur l'autel de la régulation calorique. La cause des guerres.
Les guerres ont pour but de prendre et conserver l'énergie pour maintenir l'unité du groupe et protéger les individus qui le constituent. Les guerres sont toujours énergétiques, et les causes morales, religieuses ou idéologiques, qui les provoquent ne sont que des prétextes à la prédation énergétique animale. Régulation démographique. Les guerres, les famines et les épidémies sont de merveilleux régulateurs démographiques, permettant de stopper une surpopulation qui serait dangereuse pour la biomasse, c'est-à-dire pour la vie dans sa globalité. Mais il serait encore plus merveilleux de réguler la démographie humaine et d'empêcher la survenue de la surpopulation par la gestion intelligente. Cela éviterait bien des souffrances inutiles. La loi du plus fort. Les plus forts sont ceux qui survivent et se reproduisent, même s'ils paraissent laids, stupides et faibles. Règle de prédation. Hormis le fou, si on vous attaque et que vous n'avez rien fait, c'est que soit vous représentez une concurrence énergétique, soit on désire prendre votre énergie. Qu'est-ce qu'une grande puissance économique ? Une grande puissance économique, c'est un État qui a la possibilité de prendre, donner ou échanger la calorie, l'énergie, en grande quantité. Petite logique des forces. En général, ce n'est pas un peuple qui pratique la prédation sur un autre peuple ou un autre pays, mais de grosses sociétés commerciales assez puissantes pour diriger des politiques qui prennent des décisions au nom du peuple qui, lobotomisé par la propagande diffusée par les médias appartenant aux grosses sociétés commerciales, fait élire les politiques que les grosses sociétés commerciales leur font désirer. Ces politiques organiseront la prédation sur des pays cibles au nom du peuple, de la liberté et des droits de l'homme, pour les bénéfices des grosses sociétés commerciales. La question est: qui est derrière ces grosses sociétés commerciales ? Comment les États-Unis ont dominé le monde ? La grande technique des Américains pour diriger le monde et conserver leur puissance énergétique est de soutenir les gouvernements, leur opposition ainsi que leur dissidence à coups de dollars, une monnaie qui ne leur coûte rien puisqu'ils l'impriment indirectement. Ainsi, les USA dirigent ou essaient de diriger le monde en étant toujours du côté des vainqueurs qui se plieront à leur politique économique. Et si un gouvernement leur échappe, ils soutiendront intensément sa dissidence et leur feront tomber pour se retrouver par là même avec de nouveaux alliés soumis. Sur l'orgueil, religion, droits de l'homme, démocratie, chacun a son principe unificateur pour justifier la prédation sur le voisin ou s'unir contre la prédation du voisin. Dans son orgueil, sans borne, d'être au-dessus des règles biologiques de ce monde, tel est l'homme à qui il faut toujours un prétexte culturel pour effectuer des actions animales. Si l'homme acceptait son animalité, il pourrait la maîtriser et faire du monde un paradis. La calorie et l'amour. Globalement et individuellement, l'important c'est l'énergie, la calorie. Toute forme de vie individuelle ou collective est condamnée à se battre pour prendre la calorie et la conserver dans le but de rester en vie, et pouvoir transmettre cette vie avant de mourir. Toutes nos actions, toutes nos pensées, toutes nos croyances, nos religions et nos cultures ont pour unique but de nous permettre de prendre et de conserver cette calorie pour rester en vie et la transmettre. Il n'y a que ça ici-bas, la calorie pour rester en vie. Nous nous nourrissons d'énergie et toutes nos actions ont un rapport avec l'énergie. Mais cette vie entièrement absorbée par cette quête énergétique a en fin de compte une cause bien plus profonde, la seule et unique cause du monde,
Vivre pour redonner à l'autre son énergie accumulée. Seule façon d'être relié, se relier à l'autre dans le sacrifice calorique, le don de soi, redonner son énergie à l'autre dans l'amour, qui est le don de soi, le don énergétique. Le monde n'a qu'une seule cause, l'amour. Vivre pour aimer et être aimé, recevoir et donner l'énergie, mais pour aimer, il faut vivre et mourir. Fin du chapitre 6, concept de calories. Ce livre audio vous a été lu par Varshav.